Chers téléspectateurs de TVL, bonjour. Bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Jamais, nulle part ailleurs dans le monde, un conflit n'aura attiré la totalité des nuances de la gamme idéologique en passant du fascisme à l'anarchisme. Pour cette raison seule, la guerre d'Espagne reste unique. C'est ainsi que l'historien américain David Pike introduit l'un de ses articles consacrés aux anarchistes dans la guerre civile espagnole. Et ces nuances, principalement dans le camp républicain, vont rapidement se transformer en divisions. Et ces divisions se transformer en affrontements directs et sanglants. Parti communiste espagnol soutenu par l'URSS de Staline, CNT anarchiste, POUM léniniste anti-stalinien, tout ce beau monde va s'entre-déchirer et s'entretuer. C'est cette véritable guerre dans la guerre que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec notre invité Michel Festivi. Michel Festivi, bonjour. Bonjour Guillaume Fiquet. Il y a quelques mois, vous étiez venu nous parler de Miguel Primo de Rivera. Vous lui avez consacré un ouvrage paru chez Du Alpha. Et aujourd'hui, je vous ai demandé de revenir pour nous expliquer cette fameuse guerre dans la guerre en Espagne entre 1936 et 1939. Cela me permet de citer les ouvrages sur lesquels nous allons nous appuyer. Deux autres de vos ouvrages, La trahison des gauches espagnoles, 1930-1936, du républicanisme au totalitarisme, paru en 2020 chez Du Alpha, et surtout L'Espagne ensanglantée, anarchiste, milice socialiste, communiste et révolutionnaire, entre 1880 et 1939, toujours paru chez Du Alpha en 2022. Alors, comme il est toujours important de remonter aux sources et de se replacer dans le contexte, je vais vous demander de nous brosser très rapidement, vraiment très rapidement, la situation en Espagne entre le départ, on va prendre Primo de Rivera, et la victoire du Front populaire en 1936. Alors à partir du moment où le régime de Miguel Primo de Rivera s'effondre fin janvier 1930, Alphonse XIII essaye tant bien que mal de recoller les morceaux et d'essayer de trouver des chefs de gouvernement pour remettre l'Espagne sur les rails. Mais il n'y arrive pas. Les leaders, les chefs politiques qu'il trouve sont tout à fait inconséquents, incompétents. Et alors il essaye de faire des élections municipales en avril 1931 qui vont être en fait un véritable fiasco. Non pas que les monarchistes ne vont pas gagner, bien au contraire, puisque selon Hugues Thomas, il y avait à peu près 8 monarchistes sur un républicain qui sera élu en avril 1931. Oui. Mais les républicains qui se sont unis, qui ont fait un pacte, le pacte de San Sébastien de 1930, prennent le dessus dans les grandes villes, répandent tous leurs militants dans les rues, et finalement la monarchie prend peur, elle s'effondre comme un château de cartes, et le 14 avril 1931, la Deuxième République prend naissance. Voilà, donc ça va être très vite. Donc en 31, oui. Là c'est la gauche qui remporte. C'est la gauche qui remporte les élections en juin, les élections constituantes en juin 1931, parce que la droite est complètement atone à ce moment-là. Elle a pris un coup sur la tête et donc elle a du mal à se relever. Donc les gauches l'emportent en juin 1931 par des élections constituantes. Ils vont établir une constitution parlementaire républicaine en décembre 1931. Que les Cortés vont approuver, mais cette constitution va très vite donner lieu à des affrontements idéologiques très forts, puisqu'elle est hyper anticléricale, antimilitariste, et au niveau de la propriété rurale, au niveau des transformations agricoles et du monde rural, elle va vite se mettre à dos tous les petits propriétaires parce qu'elle va essayer de les spolier, parce qu'elle n'arrive pas, elle n'a pas les moyens financiers pour cette réforme agraire d'importance. Voilà. Et donc très en 33 nouvelles élections. Alors en 33, la gauche est en perdition. Élection effectivement remportée par une confédération des droites qui s'appelle la CEDA, menée par José María Gil Robles, mais Alessandro Niceto Alcalá Zamora, qui est le président de la République, qui a été élu par les Cortés en décembre 1931, refuse de leur donner le pouvoir, refuse de nommer donc leur chef du gouvernement, parce qu'il a les gauches menacent de faire la révolution, et à ce moment-là, donc, il nomme un centriste qui va, tant bien que mal, tenir le pays avec l'accord de la CEDA, mais sans sa participation. Et là où c'est important, c'est qu'en octobre 1934, début octobre 1934, la CEDA, qui réclamait à corps et à cri de rentrer au gouvernement, obtient 3 ministères de faible importance d'ailleurs, sauf peut-être celui de l'agriculture. Et à ce moment-là, les gauches, qui avaient préparé leur affaire, puisqu'elles avaient créé un pacte en mars
34, elles avaient acheté et caché des armes un peu partout dans tout le pays, font une révolution armée. C'est le début de la guerre civile. Pio Moa nous dit que c'est la première bataille de la guerre d'Espagne. C'est Dixit Pio Moa. Et dans tout le pays, ils vont faire une révolution armée. Ça, à Madrid, Barcelone, tout ça, le gouvernement centriste arrive à peu près à rétablir l'ordre assez rapidement, mais dans les Asturies, ça va durer 15 jours, ça va donner lieu à des combats importants, à des tueries, à des massacres, à des incendies. Et finalement, c'est Francisco Franco, appelé par le gouvernement centriste légal de l'Espagne, qui va rétablir l'ordre grâce à ses troupes, notamment venues du Maroc. Voilà. Alors, est-ce qu'on sent déjà cette gauche est assez unie ou il y a déjà des oppositions Alors, il y a des oppositions parce que, par exemple, dans le pacte de mars 34, le Parti communiste officiellement n'y participe pas. Staline lui demande de ne pas y participer parce qu'il y a des trotskistes, des anarchistes. Donc le Parti communiste, à ce moment-là, n'a pas encore fait sa révolution copernicienne qu'il fera en 1935, puisqu'en 1935, l'Internationale communiste lancera le principe des fronts populaires partout. Qui gagneront d'ailleurs en Espagne et en France. En s'alliant avec tous les progressistes. Bien sûr, c'est une tactique révolutionnaire, mais ça ne commencera qu'en 1935. En 1934, c'est pas encore le cas. On est encore classe contre classe, et le Parti communiste stalinien dénonce, par exemple, les socialistes en disant que ce sont des sociotraîtres. D'accord. Alors, on va passer. La guerre civile éclate en juillet. Alors, la guerre civile reprend. Reprend en juillet 1930. Victoire du Front populaire en février 1936. Victoire frauduleuse du Front populaire en 1936. C'est aujourd'hui tout à fait démontré par deux jeunes historiens qui ont publié un livre en espagnol, pas en France, en 2017. Mais on le savait déjà, il y avait énormément de témoignages, et même il y avait eu un livre en 1971 déjà qui faisait le point, mais on disait que c'était un livre franquiste. Donc, mais en 2017, là, il y a deux jeunes historiens qui démontrent le bourrage des urnes, le tripatouillage électoral absolument considérable, et normalement, d'après eux, le Front populaire n'aurait jamais dû avoir la majorité absolue. Mais il l'a quand même. Et à ce moment-là, c'est l'anarchie qui progresse en Espagne, parce qu'on assiste à des incendies d'églises encore plus importants, tous les jours il y a des crimes politiques, il y a une gabegie absolument considérable. Et il y a on atteint les libertés, c'est-à-dire on ferme les journaux ou les partis politiques d'opposition, on les ferme. Et c'est là que les militaires et des intellectuels et également une partie du peuple commencent à se dire il faut faire quelque chose. Les militaires donc se regroupent petit à petit sous la direction d'un général républicain qui s'appelle Emilio Mola, et c'est lui qui a tout organisé. Petit à petit, certains militaires vont s'agréger autour de lui, mais l'Espagne va se couper en deux, puisque la marine et l'aviation sera prédominante républicaine. Et l'armée de terre va se partager en deux, voilà. Et donc les combats reprennent les 17 et 18 juillet 1936, mais c'est un échec parce que ça ne réussit pas partout. Ça ne réussit pas à Madrid, ça ne réussit pas à Barcelone, à Valence et toute la côte est notamment, et aussi une partie de la Méditerranée. Et donc là, il y a deux Espagnes qui s'affrontent. Alors, donc les hommes forts de la gauche espagnole à l'époque, ce sont les anarchistes principalement. Alors la gauche, oui. Alors les anarchistes sont un monde à part dans le monde de la Révolution. Ce sont eux qui tiennent les gros. Alors les anarchistes sont très très forts, mais depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, puisque la CNT se crée en 1910. Voilà, qui sont ces anarchistes? Alors il y a la CNT qui est un regroupement d'anarchistes, de mouvements anarchistes qui se crée à Barcelone en 1910, qui prône l'action violente, qui prône le terrorisme, qui va multiplier les attentats, puisqu'ils vont tuer notamment en pleine rue 3 chefs de gouvernement en 25 ans. Et puis après, en 1927, vous avez un mouvement qui se crée, qui est la FAI, qui est un mouvement politique qui est là pour assurer de la pureté anarchiste de la CNT, parce qu'il y a des anarchistes qui étaient un peu ce qu'on appelait les possibilistes ou le parti syndicaliste qui étaient prêts à s'allier avec d'autres partis de gauche. Mais non, la FAI, elle dit non, intransigeance absolue. Voilà. D'accord. Et donc ces anarchistes prennent le contrôle de nombreuses régions. Dès juillet 1936, dès la reprise des combats, toute la Catalogne, tout l'Aragon, tout le Levant sont pris en main par les anarchistes, parce que la CNT, c'est plus de 1,5 million d'adhérents, voire peut-être plus, c'est considérable. C'est beaucoup plus, par exemple, que le syndicat socialiste, l'UGT à l'époque. Et donc, en Catalogne, il y a un gouvernement catalan. Il y a le gouvernement central qui est à Madrid, qui ensuite va partir à Valence à cause des combats, mais ça c'est le gouvernement central, mais vous avez le gouvernement catalan en lui-même, la Generalitat de Catalogne, et dans la Generalitat, dès juillet 1936, des anarchistes rentrent au gouvernement.
Ce qui va causer d'ailleurs des débats multiples, parce que beaucoup d'anarchistes sont contre rentrer dans un gouvernement. Pour eux, c'est totalement incongru. Bien sûr. Alors, est-ce que, en Catalogne notamment, est-ce qu'ils arrivent à imposer leur oui, politique? ils arrivent complètement à imposer leurs idées, mais alors c'est des idées de terreur. Alors, ça correspond à quoi? Alors, à deux niveaux. Au niveau de l'armée, parce c'est la guerre, hein. Ouais. Donc l'armée, il refuse toute militarisation de l'armée, il refuse les grades, il refuse la hiérarchie, il refuse le salut, il refuse la discipline, tout doit se discuter, hein, ce qui ne va pas plaire du tout aux staliniens et aux communistes. Et puis, dans les zones rurales, ils vont imposer une collectivisation forcée, c'est-à-dire qu'ils vont tout collectiviser, du petit artisan au petit commerçant au petit paysan, ils prennent tout, ils suppriment l'argent, ils brûlent les titres de propriété en place publique, c'est-à-dire qu'ils viennent avec des gros bras armés de fusils, ils rassemblent la population et on vote par acclamation, sous la menace des revolvers, et tout se fait comme ça. Et avec le POUM d'ailleurs, avec d'autres partis, par exemple des partis trotskistes. Alors, quelles sont les conséquences de ce genre d'action politique? Une pénurie assez rapidement arrive. Dans cette zone, dans les années en 1937-38, on décrira même des famines. Hein. Et, voilà. Et puis les anarchistes tiennent la frontière avec la France, au niveau du Perthus, c'est-à-dire à Puigcerga. Ce sont les anarchistes qui tiennent la frontière. Ça, c'est très important. C'est fondamental, ça permet les échanges de passage d'hommes et d'armes. Bien sûr. Alors, et en face des anarchistes, quand je dis en face, dans le même camp, mais en face, dans le camp de gauche, mais en face, on a qui? Eh bien, on a le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui est un parti de masse, qui est dirigé par Largo Caballero, qui en novembre 1936 va être nommé chef du gouvernement, et qui fera rentrer d'ailleurs, en septembre 1936, il va être nommé chef du gouvernement, il va remplacer Juan Negrín à ce moment-là, et il va faire rentrer 4 anarchistes dans son gouvernement. Mais le Parti socialiste, ce que les téléspectateurs doivent bien comprendre, c'est que ce n'est plus un parti socialiste, c'est quasiment un parti communiste stalinien, parce que les jeunesses socialistes et communistes ont fusionné en avril 1936. En Catalogne, le Parti socialiste et communiste également ont fusionné. Il s'appelle le Parti socialiste unifié de Catalogne, qui est un véritable parti stalinien. Et d'ailleurs, le Parti socialiste et le Parti communiste devaient fusionner, mais la guerre civile, la reprise des combats l'en a empêché. Et puis vous avez le Parti communiste. Mais le Parti communiste, à l'époque, en tant que tel, il a 16 députés en 16 députés en février 1936. Ce n'est pas un parti très fort, sauf qu'il va venir de plus en plus fort à partir de la reprise des combats, parce qu'il va avoir l'appui de l'Union soviétique, et ça va le renforcer considérablement. Sachant que le gouvernement a décidé, dès le 19 juillet 1936, de donner des armes au peuple, entre guillemets, et donc les milices révolutionnaires sont armées. Et il y a également le POUM. Alors, le POUM, c'est un petit parti anti-stalinien qui s'est créé un petit peu avant, en 1935, qui est la réunion, ça veut dire, POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste. C'est un parti anti-stalinien qui était trotskiste, mais qui s'est fâché avec Trotsky, parce que Trotsky, en fait, se fâchait avec tout le monde. Et notamment, il s'est fâché avec Trotsky, parce que Trotsky n'admettait pas que les anarchistes rentrent au gouvernement, notamment en Catalogne. À partir de ce moment-là, Trotsky s'est fâché avec eux. Mais bon, c'est un parti totalement anti-stalinien qui va combattre avec les anarchistes sur le front de l'Aragon, sur le front, et qui va ensuite se retrouver face à face contre les staliniens qui vont intervenir dans les semaines qui vont suivre. Parlons maintenant de Staline, l'Union soviétique. Au début du conflit, elle est absente. Elle a signé le pacte de non-intervention. Le 23 août 1936, 3 ans avant d'ailleurs le pacte de non-agression Staline-Hitler, c'est curieux comme date, mais c'est comme ça. Tous les grands pays signent, dans l'hypocrisie la plus totale, en Grande-Bretagne, un pacte de non-intervention. Il y a à peu près que la Grande-Bretagne qui va le respecter. L'URSS, bien sûr, ne le respectera pas, en septembre 1936, l'Internationale communiste à Moscou fait une grande réunion de tous ses hauts dirigeants et décide une intervention massive au bénéfice du camp républicain, du camp révolutionnaire espagnol, parce que n'appelons pas ça une république, c'est plus du tout une république. Et donc on va
on va livrer à l'Espagne révolutionnaire par le port de Barcelone et par le port de Carthagène qui se trouve en Méditerranée, qui est un grand port militaire. On va livrer des armes, des tanks, des avions, des munitions, et puis des hommes, des conseillers politiques, des conseillers techniques, et ensuite viendront à partir d'octobre 1936, les fameuses brigades internationales. Est-ce que Staline décide de s'intéresser à l'Espagne parce qu'il sent qu'éventuellement les anarchistes et le POUM pourraient, eux, remporter la partie? Il y a deux raisons essentielles. Il y a cette raison-ci que vous citez, qui est très juste, mais surtout, Staline, il voit toujours les choses de très haut, et au niveau, il faut bien remettre cette guerre d'Espagne dans son contexte international. Et Staline, surtout ce qu'il veut, lui, c'est que l'Angleterre, la France et l'Allemagne se fassent la guerre et ne fassent, voilà, et il veut que tous ces pays-là s'affrontent entre eux et s'affaiblissent entre eux. C'est un peu ça aussi sa vision à Staline. Alors donc, c'est important, la création des brigades internationales en 1936, elle est complètement contrôlée par l'Union soviétique. Les brigades internationales, c'est typiquement une création de l'international communiste, du Comintern, de la troisième internationale. Tous les chefs des brigades internationales sont tous communistes. Pio Moa a une phrase très révélatrice dans son livre, dans une interview, il dit « Les brigadistes internationaux allaient défendre la liberté de l'URSS ». Et c'est très exactement ça. Alors les brigades internationales en France, c'est très important parce que ça concerne évidemment la politique française, puisque beaucoup de choses vont passer par la France, puisqu'en France on va créer une société, les communistes internationaux et français vont créer une société qui s'appelle France Navigation, totalement aux mains des communistes, qui va être à l'origine de la livraison des armes dans le camp soviétique, en quelque sorte. Et puis, le grand patron des brigades internationales, dont le siège est à Albacete, un peu au sud de Madrid, en pleine Castille, en pleine plaine castillane, c'est André Marty. Donc un Français. Un Français qui est un haut gradé de l'international communiste, mais depuis les années 20. Voilà. Ok, donc cet André Marty, je crois qu'il a un surnom, c'est... Le boucher d'Albacete, parce qu'il était terrible, il dénonçait tout le monde, il faisait fusiller tous les opposants. Dès qu'on était un tiède, on était écarté, voire emprisonné, torturé. Il y avait même des prisons à Barcelone, à Madrid, ce qu'on appelait des tchékas, où des brigadistes qui commençaient à devenir... Des tchékas, en analogie avec la tchéka. Oui, exactement. Les Espagnols appelaient ça des tchékas, las tchékas. Là, on va effectivement parler on torturait les gens, c'était terrible. Nous allons y venir, mais avant d'y venir, je voudrais évoquer avec vous une affaire qui m'a stupéfait, c'est l'affaire de l'or espagnol. Oui. Alors, très rapidement, donc en octobre 1936, les staliniens réussissent, parce que Staline va envoyer des hommes il y a deux hommes très importants qui sont envoyés par Staline. Il y a Orlov qui contrôle toute la police de la zone révolutionnaire, et puis son ambassadeur spécial, c'est Rosenberg. Et grâce à ces hommes-là et bien sûr au Parti communiste espagnol et à la gauche espagnole, ils vont dire à l'Espagne révolutionnaire, donnez-nous votre or, il sera protégé chez nous, on ne pourra pas vous le prendre, et puis comme ça on pourra vous livrer des armes. C'est l'or de la Banque d'Espagne ? L'or de la Banque d'Espagne, sachant que la Banque d'Espagne, c'était le 4e pays au monde au niveau des réserves d'or, c'était considérable. Et donc il y a 3 ou 4 cargos qui vont partir de Carthagène, qui vont arriver à Odessa, et avec plus de 7500 caisses d'or. Et il n'y a pas que de l'or, il y a de l'argent, il y a des pierreries, il y a des richesses. Parce que l'Espagne était très riche, elle avait encore tout cet or qu'elle avait ramené d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale dans le 16e, 17e siècle. Voilà. Et donc, 70-80% de l'or va être pris. Et ça change tout, si vous voulez, parce que à partir de ce moment-là, l'Espagne révolutionnaire va être dans les mains de Staline. Parce que Staline, maintenant, il dit, moi j'ai votre or, je vous livre des armes si je veux. Si je veux pas, je vous en livre pas. Et puis, je vais vous livrer des armes, d'accord. Mais ce ministre-là, il me plaît pas, il est anticommuniste, changez-le. Ou ce ministre-là, il est pro-communiste, mettez-le etc. Et donc, il devient le patron de l'Espagne révolutionnaire. Alors, question, où est cet or aujourd'hui ? Il n'a jamais été rendu. Vous savez ce qu'a dit Staline ? Il a dit, quand il a appris qu'à Odessa l'or était arrivé, il a dit « Les Espagnols ne verront plus leur or aussi vrai qu'ils ne verront pas leurs oreilles ». C'est un vieux proverbe russe. Voilà, ça a été fini, terminé. Alors que Franco, lui, c'est complètement différent. Franco, Hitler et Mussolini lui ont fait crédit.
Franco a tout ratiociné, il faisait des comptes. Après la guerre, il a fallu Franco, reconstituer les réserves. Il a été terrible avec les Allemands et les Italiens, il les a fait traîner, il a demandé des crédits quasiment illimités, c'était complètement différent, il n'était pas du tout dans leurs mains. Et effectivement, ce qui s'est passé aussi, c'est que très rapidement, comme tout l'or a disparu, il n'y avait plus de réserve, la pesetas dans la zone révolutionnaire s'est effondrée, et en 1937, on a demandé aux Espagnols de la zone révolutionnaire d'apporter leur or, leur bague, leurs bijoux en or. Plus ou moins les réserves, parce qu'on n'avait plus d'or du tout. C'était absolument incroyable. Ouais, l'histoire est incroyable. Alors Staline, lui, en URSS, avait éliminé, on le sait, toute son opposition, que ce soit les trotskistes, depuis 1925, les anarchistes, il n'y avait plus personne. Et donc il se retrouve de nouveau face à eux en Espagne. Donc là, il y a deux conceptions opposées de la révolution. Lui, Staline, donc les staliniens remportent la partie dans les zones contrôlées par les républicains. Et là, il y a vraiment une vraie terreur, une répression qui s'abat. Il y a eu une guerre sanglante. Donc c'est une guerre civile dans la guerre civile. Exactement, parce que ça a commencé, si vous voulez, au niveau militaire. Si vous voulez, les communistes et les socialistes, qui étaient quasiment des communistes, ont dit, pour gagner la guerre, il faut une armée disciplinée, avec des grades, avec une hiérarchie, ce qu'on appelait la militarisation de l'armée. Et les anarchistes, ce qui était totalement vrai, et les anarchistes étaient contre, donc on a commencé à s'entretuer à ce niveau-là. Ensuite, si vous voulez, les collectivités rurales, qui étaient sous le joug des anarchistes, où tout avait été supprimé, c'était très dangereux, parce que l'Espagne était regardée par l'Angleterre. Ce qui était dangereux, c'est la collectivisation des terres. La collectivisation, c'était très dangereux au niveau international, parce que les républicains voulaient apparaître comme des gens qui préservaient la petite propriété privée, les libertés individuelles, et là c'était tout le contraire, il n'y avait plus aucune liberté individuelle, plus aucune propriété privée, même la plus petite. Donc les communistes ont dit, mais ça c'est pas... Ça, au niveau international, c'est pas bon du tout. Jamais l'Angleterre et jamais la France nous apporteront leur appui si on continue comme ça. Donc les communistes se sont mis à la défense de la petite propriété. C'est complètement paradoxal, mais c'est vrai, vous avez des textes que je cite. Notamment, il y a un auteur dont je veux parler qui s'appelle Burnett Boloten. C'est un Gallois qui a suivi toute la guerre civile et qui, après la guerre, va rassembler une documentation considérable et qui va faire des livres très important, dont un livre qui est paru en 2014 qui s'appelle Révolution et contre-révolution, Espagne, Révolution et contre-révolution 1934-1939. Et dans ce livre, qui est une somme qui fait 1000 pages, avec des annexes considérables, il cite des discours, il cite des journaux où les communistes disent « mais il faut défendre la petite propriété privée ». Il faut la défendre. Et pour la défendre, eh ben, ils vont prendre les armes et ils vont aller dans ces communes rurales et ils vont les détruire par la force militaire. Voilà. Et alors donc il y a d'autres. Quels sont les autres grands événements de cette guerre civile dans la guerre civile? Ce sont des affrontements en bataille rangée, ce sont des escarmouches dans les villages? Si vous voulez, c'est la technique communiste. Oui. Comment ça se passe? Stéphane Courtois, dans son livre sur le livre noir du communiste, a un chapitre dédié là-dessus et il l'explique très bien. C'est ce qu'on appelle le saucissonnage, la technique du salami. C'est-à-dire qu'on commence par isoler les leaders anarchistes ou poumistes. Par exemple, Andrew Nin, qui était ministre de la Justice dans la Generalitat de Catalogne, on va commencer à le critiquer, à dire que c'est un hitléro-fasciste, hitléro-trotskiste. Oui. Et puis on va l'isoler. Et après, il va démissionner. Donc, quand on a commencé à isoler et à faire démissionner les leaders, après, on fait venir les hommes armés. Oui. Et puis, on les arrête, on les exécute, on les torture et on leur fait des procès. Mais des procès complètement falsifiés qui vont être calés sur les procès de Moscou qui ont lieu à la même époque. C'est-à-dire qu'on fait des aveux sous la torture, on fait avouer n'importe quoi sous la torture, vous le savez très bien, comme dans les procès de Moscou. On fait des fausses pièces, notamment il y avait donc, je vous ai parlé d'Orlov, qui était un très grand leader du NKVD et qui savait faire très bien, avec ses équipes, il savait faire ça très bien. On crée des fausses pièces, on dit voilà, ce sont des fascistes, ce sont des franquistes. Comme on a arrêté des espions du camp national, on les fait avouer sous la torture qu'ils étaient bien en contact avec les révolutionnaires anarchistes ou poumistes, et bien sûr, sous la torture, ils vont avouer, on leur avait promis la vie sauve, mais après on les fusillera quand même. Et comme ça, on crée tout un... Et l'humanité, par exemple, en France, l'humanité à cette époque-là, va défendre ses procès en Catalogne, va défendre les staliniens,
et va dire qu'effectivement, les anarchistes et les poumistes, ce sont des fascistes ou ce sont des franquistes. On estime à peu près à combien, on sait le nombre de morts qu'a pu faire cette guerre dans la guerre? En gros, il y a eu à peu près, d'après certains historiens, certains témoins, en gros autour de 2000 morts, mais avec beaucoup plus après, avec les arrestations, et puis surtout, tous ne seront pas fusillés, beaucoup, la communauté internationale, notamment en France, va se mobiliser pour défendre les anarchistes et les poumistes. Vous avez notamment toute l'aile révolutionnaire socialiste française. Je pense par exemple à un homme comme Marceau Pivert, qui était au Parti socialiste, mais qui était un pacifiste intégral et qui était un anti-stalinien. Ouais. Avec d'autres personnes de ce type, ils vont se mobiliser en France et ailleurs pour défendre les poumistes et les anarchistes. Donc ils seront en prison, on en fusillera certains, mais pas tous. Et ils seront libérés finalement au moment de l'arrivée de Franco. Beaucoup pourront s'enfuir et beaucoup viendront en France. Comme un homme, par exemple, comme Julian Gorkin, qui est un poumiste également d'importance et qui réussira à partir, à aller au Mexique ensuite et à revenir en France après la guerre civile. Voilà. Alors finalement, dans ces zones contrôlées par les républicains et dominées par la gauche stalinienne, et on peut dire, est-ce que Staline finalement fait comme un laboratoire de ce qui sera plus tard les démocraties dites populaires? Complètement. Quand vous prenez les procès en Tchécoslovaquie en 1952, ces procès-là, ce qui étaient des véritables procès de Moscou, c'est exactement pareil, c'est exactement calqué comme ça. Donc c'est véritablement un laboratoire d'une future démocratie populaire. Et d'ailleurs, ce personnage... C'est la première fois qu'il exporte à l'étranger, finalement. Complètement. C'est la première... Et un homme l'a dit, je vous en ai parlé, c'est Julian Gorkin, qui a eu une vie tout à fait fabuleuse, qui est allé à Moscou, qui connaissait tout ça par cœur, etc. Et qui fera un livre dans les années 1960 du Mexique, où il s'était réfugié, en disant « Espagne, primer ensayo de democracia popular ». Espagne, premier essai de démocratie populaire. Alors, est-ce que vous pensez que cette guerre interne, est-ce qu'on peut dire qu'elle a finalement affaibli le camp des républicains? Est-ce que ça aurait pu, s'il n'y avait pas eu cette guerre interne, est-ce que ça aurait pu changer la donne? Est-ce qu'en gros, Staline a étranglé la révolution espagnole? Les anarchistes et les poumistes le soutiennent. Le soutiennent absolument, eux. Et globalement, je pense que oui, vous avez raison, parce que l'une des grandes différences entre le camp national, dirigé à partir d'octobre 1936 par Franco, qui sera nommé généralissime et chef de l'État, qui a son siège à Burgos, qui a ses ministères à Burgos et à Salamanque, et la zone révolutionnaire qui est dirigée au début à Madrid, puis ensuite à Valence, puis enfin à Barcelone, était complètement divisée. Et vous avez par exemple le président de la République, parce qu'il y avait encore un président de la République dans la zone révolutionnaire qui était Manuel Azaña, il avait strictement aucun pouvoir. C'était un président de la... Il a été élu par les Cortés en mai 1936, après la victoire du Front populaire. Donc, pendant toute la guerre civile, il était toujours en titre président de la République, mais il n'avait strictement aucun pouvoir. D'ailleurs, par exemple, pour l'histoire de l'or de la Banque d'Espagne, ni Largo Caballero, le chef de gouvernement, ni Indalecio Prieto, le ministre de l'Air, qui était à l'origine de la décision d'envoyer l'or à Moscou, ne l'ont mis au courant. Il sera mis au courant qu'après. Alors il était fou furieux, paraît-il, mais c'était l'homme qui disait retenez-moi ou je fais un malheur. Vous voyez, c'était l'impuissance caractérisée. Alors ces zones sont administrées par qui, politiquement, économiquement? Le chef de la zone révolutionnaire, je vous l'ai dit, c'était Marcel Rosenberg, c'est-à-dire l'envoyé de Staline avec Orlov. Hemingway, dans son roman Pour qui sonne le glas, en parle de tous ces gens-là en changeant les noms, mais on les reconnaît. D'accord. Et la France, les gros bailleurs de fonds finalement des Républicains, donc c'était la France et l'Union soviétique. En France, il y a eu le Front populaire. Donc Léon Blum a signé le pacte de non-intervention en août 1936, mais très rapidement, il a donné des ordres secrets notamment à Pierre Cotte, qui était son ministre de l'Air depuis Pierre Cotte était ministre de l'Air depuis 1933. Donc en 1936, il avait déjà une grosse expérience. Ça faisait 3 ans qu'il était ministre de l'Air. Et tout son cabinet était pro-soviétique, avec des gens comme André Labarthe ou Jean Moulin. Alors je sais bien qu'on choque beaucoup en France en disant
qu'à l'époque, Jean Moulin était un pro-soviétique, mais Thierry Volton, dans son livre Le Grand Recrutement, l'a parfaitement démontré, par exemple. Et tous ces hommes-là vont participer à la livraison d'armes, bien sûr en cachette, au profit des révolutionnaires espagnols, notamment des avions, avec le fameux André Malraux. Oui. Et d'ailleurs, vous avez un historien militaire qui s'appelle Max Chiavon, qui a écrit une biographie tout à fait importante de Gamelin, et qui fait témoigner Gamelin en disant « Mais en 1939, je n'ai plus d'avions ». La plupart sont partis donnés en Espagne et perdus définitivement. Alors, est-ce que la France et la Grande-Bretagne s'inquiètent de la mainmise soviétique sur le camp républicain qu'ils soutiennent en France, le Front populaire tombe en 1937, en juin 1937. Ensuite, ce sont des gouvernements radicaux socialistes. Alors, l'aide à l'Espagne va diminuer à ce moment-là. La Grande-Bretagne, elle, va s'inquiéter un petit peu. Mais finalement, pas plus que ça, parce que vous aurez énormément d'Anglais ou d'Anglo-Saxons qui vont partir se battre dans les brigades internationales aussi. Alors, il y a un homme qui est très important, qui est un témoin majeur de ces affrontements entre staliniens et anti-staliniens, c'est George Orwell. Oui, George Orwell, dans mon livre, j'ai un petit sous-chapitre, je dis « Un Tintin au pays des soviets ». Parce qu'en fait, il part pour faire un reportage. Ouais. Sauf qu'il part avec son épouse, il est marié contrairement à Tintin. Mais en fait, arrivé en Catalogne, il va tout à fait par hasard, s'embrigader avec le POUM. Il est très idéaliste à l'époque, Orwell. Donc Orwell, lui, est proche du POUM. Très proche. Enfin, il connaissait pas le POUM, mais quand il arrive à Barcelone, il voit le POUM, il prend fait et cause pour le POUM et il part sur le front de l'Aragon. Il est blessé sur le front de l'Aragon et quand il revient, en 1937, il arrive au moment des grandes batailles entre staliniens, anarchistes et poumistes en mai 1937 à Barcelone, parce que c'est là que tout commence. Avec les staliniens vont prendre le central téléphonique, puis ensuite ils vont arriver à annihiler toutes les forces staliniennes et poumistes qui avaient dressé des barricades. Anti-staliniennes, excusez-moi, qui avaient dressé des barricades, et puis ils vont faire venir de Madrid et de Valence des hommes en nombre suffisant pour détruire toutes ces bases anarchistes et poumistes. Orwell va être le témoin de ça. Est-ce que ça s'est traduit par une désorganisation sur le front face aux troupes de Franco? Oui, parce que, si vous voulez, par exemple, il y avait une ville comme Saragosse, qui était en Aragon, qui a été prise dès juillet 1936 par les troupes nationales et qui a failli être reprise par les troupes révolutionnaires et qui n'a pas pu être reprise, justement, à cause de ces divisions. Ils se battaient entre eux. Alors, nous sommes maintenant en 1939. La guerre civile semble être perdue pour les républicains. Elle est complètement perdue. Ils contrôlent combien du territoire? 30% du territoire. Ils contrôlent essentiellement Madrid, la région autour de Madrid, Albacete, Jaén, qui est un peu plus bas, au tout début de l'Andalousie, puis la côte est encore, Valence, mais plus la Catalogne. La Catalogne, en février 1939, la Catalogne a été investie par les troupes nationales. Et il contrôle encore Valence, Alicante, Carthagène, voilà, ces zones-là. Et là, Staline commence à ça sent le roussi. Non, mais Staline, il s'est complètement désengagé de l'Espagne. Staline, depuis les accords de Munich de septembre 1938, a compris que l'Espagne s'était perdue pour lui. Lui, ce qu'il veut maintenant, c'est se rapprocher d'Hitler. Et il commence secrètement son rapprochement avec Hitler à partir de Munich, à peu près. Okay. C'est prouvé par les... Et donc, au niveau les livraisons d'armes se tarissent. C'est complètement. C'est complètement fini. Donc là, les républicains sont livrés à eux-mêmes. Exactement. Et alors, il y a si vous voulez, il y a un petit sursaut des anti-staliniens, expliquez-vous. Oui, parce que les anarchistes et les anti-staliniens, notamment les socialistes modérés, je pense à un homme comme Bestiero, qui a toujours été un socialiste modéré, qui n'a jamais voulu rentrer dans le jeu des communistes, mais qui a été complètement écarté, ils reprennent du poil de la bête et ils veulent négocier avec Franco pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, pour essayer d'en faire en sorte que les leaders puissent quitter l'Espagne, voilà, et qu'on arrive à arranger les choses. Et que fait Franco ? Franco, au début, il commence à discuter, au tout début. Mais, si vous voulez, c'est les communistes qui vont refuser. Là, vous avez à ce moment-là le président du Conseil, de ce qui reste en Espagne, qui est aux mains des communistes, qui s'appelle Juan Negrin, qui a jamais été communiste officiellement, mais qui est un homme des communistes.
avec des généraux communistes qui refusent et qui vont mettre en demeure donc les socialistes modérés, les anarchistes, les anti-staliniens, d'arrêter les discussions avec Franco. Et le 5 mars 1939, il y a une sorte de coup d'État à Madrid, c'est-à-dire que les anti-staliniens, les socialistes prennent le pouvoir, créent une junte, une sorte de junte, parlent à la radio, destituent des gouverneurs communistes dans certaines villes où il y avait encore des gouverneurs communistes, et là il y a des affrontements armés qui vont se produire entre anarchistes et communistes, qui vont faire également à peu près 2000 morts, hein, c'est assez important, c'est assez méconnu cet épisode, et en fait les anarchistes et les anti-staliniens vont prendre le dessus, là cette fois-ci c'est l'inverse de 1937, ils vont prendre le dessus, mais c'est trop tard, la guerre civile est finie, Franco petit à petit tient tout le territoire, et fin mars 1939, il investit Madrid, et le 1er avril, il prend un communiqué en disant « la guerre est terminée ». Voilà. Alors, je voudrais qu'on, non pas faire un retour en arrière, mais je voudrais un petit mot sur ce qu'on appelle, enfin c'est pas nous qui les avons appelés comme ça, c'est Lénine, les idiots utiles. Oui. Qui furent les idiots utiles de cette guerre d'Espagne? On va commencer par quelques Français, et puis après il y a d'autres noms. En France, vous avez un grand nom, c'est André Malraux, qui était complètement un stalinien. Alors voilà, dites-nous, idiots utiles staliniens, idiots utiles anarchistes, idiots utiles paumistes. Ils étaient surtout les idiots utiles du camp stalinien, avec André Malraux qui a fait un voyage ensuite de propagande aux États-Unis en 1937 pour recueillir des fonds, et qui va dire tout le bien qu'il pensait de Staline en plein procès de Moscou, et qui va dire mais non, les procès de Moscou c'est très très bien, comme le dira d'ailleurs la Ligue des droits de l'homme en France, hein, elle soutiendra les procès, la Ligue des droits de l'homme soutiendra les procès de Moscou et refusera de condamner les procès de Moscou, ça faut aussi le dire. Hein, vous avez également un homme comme Romain Rolland. Hein. Vous avez bien sûr Aragon, mais Aragon c'est pas un idiot utile, puisque Aragon lui c'est un vrai communiste. Il sait très bien ce qu'il fait, par exemple avec ses poèmes quand il réclamait la GPU partout. Voilà, la gloire du... Voilà. Puis vous avez des Américains, notamment Hemingway, l'un des plus grands idiots utiles du camp stalinien, c'est Hemingway, qui va aller à Madrid, qui va couvrir la guerre à Madrid, qui verra les exactions communistes, mais qui ne les et même il va se fâcher avec son ami Dos Passos, hein, deux futurs prix Nobel, Hemingway et Dos Passos. Mais Dos Passos, qui était aussi communiste quand il arrive en Espagne en 1936, lui avait un ami espagnol qui va se faire trucider par les communistes. Donc Dos Passos va devenir anticommuniste. Et Hemingway et Dos Passos vont se détester ensuite. Ça va être une guerre terrible entre eux au niveau littéraire. Donc finalement, le seul qui puisse tirer son épingle du jeu, c'est Orwell, car lui était un peu plus lucide. Orwell a écrit un livre, il y en a deux dont il faut parler. George Orwell, bien sûr, qui va écrire ensuite La ferme des animaux, puis 1984. Et puis vous avez André Gide. André Gide qui fera le voyage à Moscou en juin 1936. Son livre Retour du RSS. Retour du RSS retouche à mon Retour du RSS en 1936, c'est deux livres. Et on va le vilipender, les communistes vont le vilipender en lui disant « il ne faut pas écrire ça pendant la guerre d'Espagne, ça affaiblit notre camp ». Alors, un dernier mot avant de conclure. Quelle est la mémoire de cette guerre interne? Est-ce que ça a toujours gêné les historiens de gauche? On a commencé à en parler. Moi, j'ai en mémoire, par exemple, le film de Ken Loach. Land and Freedom. Terre et liberté. En fait, c'était le titre d'un journal anarchiste de la CNT qui s'appelait Terre et liberté. Mais comme je dis dans mon livre, Terre et liberté, c'est complètement faux, puisqu'avec les anarchistes, il n'y avait plus de terre et plus de liberté. Alors Ken Loach est un livre géographique pour le POUM, mais militant pour le POUM. Mais au moins qui a le mérite de faire ressortir justement cette lutte interne. Si vous voulez, après la guerre, les staliniens tiennent tous les pays d'Europe. Donc là, on en soit politiquement dans l'Europe de l'Est, soit culturellement dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc tout ça est nié, bien sûr. Et dans les années 80-90, on va y avoir des livres. Edgar Morin aussi, on parle dans les... Edgar Morin, dès les années 70, commence à en parler. Par exemple, il y avait un communiste espagnol qui s'appelait Fernando Clodin, qui était tout jeune en 1936, mais qui a eu une phrase fabuleuse qui a dit avec Staline, Staline se comportait en Espagne comme si c'était une Mongolie. Et donc finalement, ça a toujours gêné vraiment les historiens de gauche. Oui. Et parce que c'est très gênant. Pas trop en parler. Voilà.
Michel Festivi, merci infiniment, c'était passionnant. Je renvoie vraiment à votre livre qui est extrêmement bien documenté, beaucoup de sources. C'est aux éditions du Alpha, l'Espagne ensanglantée. Merci beaucoup. Quant à vous, vous allez retrouver maintenant la petite histoire de Christopher Lahn. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. On l'a surnommé le fléau de Dieu, on a même prétendu que l'herbe ne repoussait pas derrière les pas de son cheval, et au 5e siècle, alors que l'Europe était en plein bouleversement suite à la décrépitude de l'Empire romain, Attila et ses Huns emportaient tout sur leur passage. Jusqu'au jour où... on va voir ça. Tout d'abord, qui sont les Huns ? Bah oui, il faut bien commencer par là. Les Huns sont un peuple nomade originaire d'Asie centrale. À partir du 4e siècle, ils déferlent sur l'Europe, ils emportent tout sur leur passage et ils soumettent une à une les tribus, notamment germaniques, dont les guerriers viennent ensuite grossir leurs rangs. Guerriers impitoyables et redoutés, rien ne semble pouvoir arrêter leur progression phénoménale vers l'ouest, et sûrement pas l'Empire romain qui ne tient plus qu'avec des petits bouts de ficelle entre nous. Attila, lui, est né en 395, paraît-il, dans la région du Danube. Il a été élevé en qualité d'otage à la cour de Constantinople, et en 434, il va devenir roi des Huns suite à la mort de son oncle Rouga. Et aussitôt, il n'a pas attendu, il se proclame pompeusement empereur d'Europe. Et ça va annoncer la couleur puisque immédiatement il va lorgner sur les richesses de cet empire romain qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc dans un premier temps, il se dirige vers Constantinople, mais finit par renoncer à assaillir la ville en échange d'un lourd tribut. Et ses regards vont alors se porter vers l'Europe de l'Ouest qui est en pleine émulation. Et c'est dans des circonstances assez particulières qu'il va se mettre en marche vers la Gaule. Tout commence avec Honoria, qui est la sœur de l'empereur romain d'Occident Valentinien III et qui va appeler Attila à l'aide contre son frère. Qu'a fait son frère ? Eh bien, il a tout simplement tué son amant et maintenant il veut l'envoyer à Constantinople dans un monastère. Alors que va faire Honoria ? Eh bien, elle va contacter Attila, et de quelle manière ? En lui offrant sa main et en lui envoyant sa bague en guise de fiançailles, tout ça pour qu'Attila vienne la délivrer de son méchant frangin. Attila, ça l'arrange bien puisqu'il a des vues sur le royaume des Visigoths qui sont alors installés dans la région de Toulouse, et donc lorsqu'il reçoit cette proposition, il ne se le fait pas dire deux fois, il accepte la bague d'Honoria et réclame la Gaule en guise de dot. Comme il veut pas trop foutre le bordel, il va proposer à Valentinien III de s'allier à lui contre les Visigoths pour justement conquérir ce royaume. Mais l'empereur romain, qui n'est pas bête non plus, va repousser son offre et va préférer s'allier avec ces mêmes Visigoths contre Attila. Et c'est donc dans ces circonstances que le roi des Huns, Attila, va franchir le Rhin au printemps 451 et donc envahir la Gaule à la tête d'une armée colossale. Alors il n'y a pas des chiffres précis, on parle de 200 000 hommes, voire plus, et de toutes origines en plus, des Huns, des Germains, des Gépides, des Skyres, des Suèves, mais aussi des Francs ripuaires. Attila veut ainsi profiter de la situation délicate et assez floue qui règne en Gaule, et il veut donc vaincre ses ennemis un à un. Il va commencer par faire le siège de Metz, qui tombe le 7 avril 451. Évidemment, la population est massacrée, on fait pas dans la dentelle. Alors, il se dirige ensuite vers Paris, enfin Lutèce à l'époque, sauf que sur les exhortations et les prières de Sainte Geneviève, les habitants ont choisi de ne pas fuir la ville et de défendre leur cité. Et par miracle, ou par choix stratégique, eh bien, les Huns vont décider de se détourner de Lutèce et de se diriger vers Orléans pour en faire le siège. Et sur leur passage, évidemment, tout est pillé et réduit en cendres. Mais à ce moment, une puissante armée se porte à sa rencontre. Elle est dirigée, commandée par le patrice romain Aetius, qui règne, théoriquement du moins, sur une grande partie du nord de la Gaule. Évidemment, ce n'est pas une armée romaine, c'est une armée
composite. Elle est composée de Gallo-Romains, de Visigoths, mais aussi de Francs saliens. D'ailleurs, le roi des Visigoths, Théodoric, est présent à la tête de ces derniers pour combattre Attila. Toujours est-il que, voyant cette armée déployée, eh bien Attila va choisir prudemment de rebrousser chemin. Aetius va se lancer à sa poursuite, et les deux armées gigantesques vont se rencontrer dans ce qu'on appelle les champs cataloniques, supposément à proximité de Châlons en Champagne. La mêlée, vous en doutez bien, est violente, meurtrière, et la bataille est indécise, et Théodoric lui-même, le roi des Visigoths, y trouve la mort. Au terme de cet affrontement colossal, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Quoi qu'il en soit, c'est Attila qui se replie en catastrophe, et donc c'est Aetius qui reste le maître du terrain. Attila se replie, quitte la Gaule en abandonnant une grosse partie de son butin. Quoi, vous voulez plus de détails sur la bataille, mais c'était à 1500 ans, les mecs. En plus, il faut se baser sur ces mythos de chroniqueurs de l'époque. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez pas une vidéo, en plus? Bref, Aetius est victorieux et les Huns ont été boutés hors de la Gaule. Et pour ne pas perdre la face à ces guerriers, Attila va choisir l'année suivante de se lancer dans l'attaque de Rome. Mais encore une fois, il y renoncera finalement après une rencontre avec le pape Léon Ier, où il se serait passé des choses miraculeuses. Bon, ça c'est un autre sujet. Attila mourra d'ailleurs peu de temps après, en 453, et l'Empire unique ne lui survivra pas. Unique avec un H, hein, c'est-à-dire l'Empire des Huns, quoi. Cette bataille géante des champs cataloniques, bien qu'elle reste assez floue, a permis au moins deux choses. Premièrement, eh bien, repousser les Huns, tout d'abord, mais deuxièmement, surtout, elle ouvrira les portes à l'arrivée des futurs maîtres de la Gaule, qui en feront à terme la France, les Francs de Clovis.